Les événements qui dépassent l'entendement sont bien réels. Je suis Clara et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de ma vie. Une histoire qui, comme disent les Anglais, est un past continuous. Elle a commencé dans le passé et se poursuit encore aujourd'hui. Abonnez-vous car ce récit n'est pas une simple histoire, c'est un témoignage, un avertissement et peut-être, pour certains d'entre vous, une prise de conscience. Ici, c'est la best histoire de vie. Je suis du Cameroun, en Afrique centrale. Lorsque j'avais 16 ans, ma tante, que je considérais comme ma deuxième maman, répétait sans cesse avec sa fille que nous devions épouser des Blancs. C'était une sorte d'obsession pour elle, un conseil qu'elle me donnait comme si c'était une évidence, une nécessité. À cet âge-là, je ne m'intéressais pas encore aux hommes. C'était normal. J'étais encore une adolescente préoccupée par d'autres choses. Mais ce discours revenait comme une petite musique de fond dans mon esprit. Nous vivons à Douala, une ville balnéaire réputée pour ses plages paradisiaques et son climat agréable. Chaque année, des touristes affluaient de partout et parmi eux, de nombreux blancs venaient profiter du soleil, de la mer et du dépaysement. Dans cette ville, beaucoup de familles locales nourrissaient un rêve précis, voir leur fille attirer l'attention d'un blanc, se marier avec lui et ainsi changer de vie. Ce rêve, souvent entretenu de génération en génération, était perçu comme une voie réelle vers un avenir meilleur. Le mariage avec un Européen signifiait une vie de confort, des opportunités et surtout l'espoir d'une ascension sociale rapide. À l'époque, j'étudiais dans un établissement scolaire situé au bord de la mer. Derrière l'école, il y avait une plage et j'aimais m'y rendre pour m'asseoir, réfléchir et laisser mon esprit vagabonder. C'est là, face aux vagues, que ces paroles tournaient dans ma tête encore et encore. Épouser un blanc, changer de vie, avoir un avenir meilleur. Ces idées ont fini par s'ancrer en moi, même si à ce moment-là, elles restaient encore abstraites. Puis j'ai eu 17 ans, comme toutes les filles de mon âge, j'ai commencé à m'intéresser aux hommes. Mais une chose me troublait. Alors que l'idée d'être avec un homme blanc me semblait presque une destinée tracée par ma tante, la réalité était tout autre. Aucun blanc ne croisait mon chemin. Ce n'était que des hommes noirs qui venaient vers moi, qui me faisaient la cour, et moi, dans ma tête formatée par les paroles répétées de ma tante, je me demandais pourquoi. Pourquoi aucun blanc ne s'intéressait à moi? Le soir, alors que je sortais du lycée, je marchais avec mes amis le long du bord de mer, comme nous avions l'habitude de le faire. L'air était frais, le bruit des vagues apaisant, et nous discutions tranquillement de tout et de rien. Soudain, une voiture s'est arrêtée brusquement à notre hauteur. À l'intérieur, un homme, un blanc. Il était beau, soigné et semblait avoir une trentaine d'années. Avant même que nous puissions réagir, il a crié mon prénom d'une voix forte et assurée. Nous avons toutes sursauté. Ce cri lancé avec tant de conviction nous a figés sur place. Je me suis instinctivement retourné. Surprise, mes amis, aussi étonnés que moi, m'ont immédiatement regardé et m'ont dit, il t'appelle. Là, je les ai regardés, confuse, mais je ne le connais pas. Et j'ai répondu. Le cœur battant, l'homme toujours dans sa voiture insistait. Il semblait sûr de lui. Comme il me connaissait depuis toujours, il a fini par descendre de sa voiture et s'est avancé vers nous. Instinctivement, nous avons serré le pas pour le dépasser. Je ne voulais pas m'arrêter, je ne voulais pas lui parler. Tout cela me semblait si étrange. Mais il n'a pas abandonné, il s'est précipité vers moi et avec un sourire à la fois ravi et troublant, il a dit, mais c'est moi, je t'ai retrouvé. Je l'ai regardé totalement décontracté, mais je ne vous connais pas, vous plaisantez ou quoi? Il a continué à sourire, secouant doucement la tête. Si, c'est moi. Peu importe l'essentiel, c'est que je t'ai cherché et aujourd'hui je t'ai retrouvé. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ce qu'il disait n'avait aucun sens. Qui était cet homme? Pourquoi agissait-il comme s'il me connaissait depuis toujours? Et surtout, comment connaissait-il mon prénom?
Marc est un homme magnifique, un blanc au charme envoûtant. Il avait des traits parfaits, une allure élégante et des yeux d'un bleu translucide, presque irréel. Il dégageait quelque chose de magnifique, une aura qui captivait instantanément dans mon cœur. Une pensée s'est imposée. Waouh! Un homme aussi beau, ce n'est pas possible. J'étais fasciné, troublé, mais aussi méfiante. Comment pouvait-il me connaître alors que moi, à cette époque, je ne fréquentais aucun blanc? Je ne comprenais pas. Il nous a demandé où nous allions. Sans trop réfléchir, mes amis et moi sommes montés dans sa voiture. Il nous a d'abord déposé mes copines et moi, puis je devais encore aller au supermarché pour acheter quelques courses pour ma mère. Quand nous sommes arrivés au centre commercial, il a insisté pour faire les courses à ma place. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi surprenant. Il a rempli un caddie entier. Ensuite, pour ma maison des provisions à hauteur de 280 millions de francs CFA, je ne m'en revenais pas. Quand il m'a ramené, je ne voulais pas qu'il me dépose en chez moi. Mon quartier n'avait rien d'attrayant, c'était un quartier modeste, et j'avais honte qu'il voie la misère dans laquelle je vivais. Alors je lui ai demandé de me déposer un peu plus loin sur la route. Il n'a pas insisté. Avant que je ne descende de la voiture, il m'a tendu une carte de visite. Si dans 3 jours tu ne m'as pas appelé, je viendrai moi-même te retrouver. Puis il a sorti un petit médaillon. Garde-le précieusement. Je l'ai regardé. C'est un médaillon ancien avec une photo de lui à l'intérieur. Un petit garçon aux cheveux blancs. C'est moi quand j'étais enfant. J'ai pris le médaillon, trouvé sans trop savoir pourquoi ce cadeau me mettait mal à l'aise. Puis j'ai ramassé mes sacs et puis je suis parti chez moi. Mais une chose étrange s'est produite. En transportant les courses, j'ai perdu la carte de visite. Impossible de la retrouver. Comme si elle s'était volatilisée et avec elle la possibilité de le recontacter. Au bout du troisième jour, je n'avais toujours pas pu l'appeler et j'avais cherché la carte de visite partout, mais elle semblait s'être volatilisée. Le quatrième jour, une surprise inattendue m'attendait. En sortant de la maison, je l'ai vu, avec debout avant ma porte, à ses côtés, mon cousin. J'ai été stupéfaite, mais comment avez-vous fait pour me retrouver? Lui ai-je demandé incrédule. Il m'a simplement souri avec ce air confiant qui le caractérisait. Je te l'avais dit, je te retrouverai. De là est née notre relation. Nous avons commencé à sortir ensemble et très vite, les choses ont pris une tournure plus sérieuse. Marc ne voulait pas perdre du temps. Il voulait que l'on se marie. Nous nous sommes finalement mariés, mais pendant les préparatifs du mariage, j'ai découvert quelque chose. Marc n'avait pas de papier. Il n'avait aucun document prouvant son identité. Aucune trace administrative. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a raconté une histoire troublante. Il m'a dit qu'il avait été braqué et qu'on lui avait volé tous ses papiers. Il ne lui restait plus rien. À cette époque, je n'ai pas douté de lui. Après tout, il semblait sincère et sûr de lui. Alors, je l'ai accompagné au consulat de France pour qu'il fasse une déclaration de perte. Son dossier a été pris en charge et peu de temps après, il a obtenu de nouveau des papiers d'identité. Avec ces nouveaux documents, nous avons pu nous marier. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade de France de mon pays. Tout semblait parfait. Marc et moi étions officiellement unis et nous avons commencé notre vie ensemble dans une harmonie apparente. Notre quotidien était confortable, nous voyagions beaucoup, découvrant le monde ensemble. Nous sommes allés aux États-Unis, en Afrique du Sud et même à Dubaï en 2023. À une époque où cette ville n'était pas encore symbole du luxe et de la grandeur qu'elle est aujourd'hui. Nous allions partout sauf en France. C'était étrange, mais Marc évitait toujours de parler de son pays natal. Il m'avait confié qu'il était orphelin, que ses parents étaient morts dans un accident d'avion. Il n'évoquait jamais sa famille, ne mentionnait aucun frère, aucune sœur, aucun proche resté en France. Il semblait vouloir tourner la page sur son passé. Je l'aimais. Alors je ne posais pas trop de questions. Après tout, nous étions heureux. Nous avons eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Notre vie semblait idyllique, parfaite. Même Marc m'encourageait sans cesse à investir, sécuriser notre avenir. Sous son impulsion,
Nous avons investi dans l'immobilier en achetant plusieurs biens pour assurer notre sécurité financière. Malgré cela, un détail étrange persistait dans notre vie. Je partais régulièrement en France avec nos enfants pour les vacances, mais jamais nous y allions ensemble. Il avait toujours une excuse. Il me disait qu'il n'avait plus de famille là-bas, qu'il n'avait aucune attache, que cela ne servait à rien d'y aller ensemble. Pendant 9 ans, nous avons vécu ensemble. Ainsi, notre premier fils est né 2 ans après notre mariage, mais avant cela, nous avions rencontré un problème. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. Nous avons fait des examens médicaux pour comprendre pourquoi, mais ce qui était troublant, c'est que Marc ne faisait jamais aucun test médical. Il trouvait toujours un prétexte pour éviter d'aller voir un médecin. Et lorsque je lui proposais de faire une prise de sang, il esquivait la conversation. Je me suis alors rendu compte d'une chose étrange. En 19 ans de vie commune, je ne l'avais jamais vu saigner. Jamais une coupure, jamais une blessure, jamais une goutte de sang n'avait été versée devant moi. C'était comme s'il cachait quelque chose, comme si une partie de lui m'échappait totalement. Et pourtant, malgré toutes ces anomalies, je n'ai jamais osé poser les vraies questions. Parce que je l'aimais, parce que je pensais que certaines choses n'avaient peut-être pas besoin d'explication. Mais j'avais tort. La vérité était bien plus effrayante que ce que j'aurais pu imaginer. Un beau jour, Marc a commencé à me parler de son départ. Le temps est arrivé, il faut que je retourne. J'ai déjà dépassé le délai. Ces mots m'ont glacé. Retourner où? De quel délai tu parles? Lui ai-je demandé confuse. Mais il restait évasif. Il évitait mes questions, comme s'il ne pouvait pas me dire la vérité. Pourtant, quelque chose en lui changeait, il devenait de plus en plus triste, plus renfermé. Chaque jour, je le voyais sombrer un peu plus dans une mélancolie silencieuse. Parfois, il s'enfermait dans son bureau pendant des heures, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, ne répondait pas aux appels. Quand il en sortait enfin, il se forçait à sourire devant les enfants, mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Un jour, je l'ai suivi et je l'ai surpris en train de pleurer. J'ai couru vers lui. Marc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Dis-moi, je peux t'aider. Mais il secoua la tête et me répondit toujours la même chose. Je suis désolé, il faut que je parte. Il faut que je retourne. On m'appelle pour une autre mission. Une mission? Je pensais qu'il parlait de quitter mon pays, peut-être pour un travail à l'étranger. Nous vivions en Afrique et j'imaginais qu'il devait partir définitivement pour la France, l'Europe ou peut-être un autre pays lointain. Alors naïvement, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, nous partirons avec toi. Moi, je ferai des allers-retours, mais il a secoué la tête, l'air grave. Non, tu ne peux pas venir avec moi là où je vais. Ces mots m'ont laissé perplexe. De quoi parlait-il? Je pensais qu'il devait aller quelque part de très éloigné, dans une zone inaccessible, un endroit reculé comme l'Amazonie ou peut-être une mission humanitaire dans un pays en guerre. Puis les vacances en 2010 sont arrivées et contre toute attente, il m'a dit que cette fois-ci, nous allions tous ensemble. Nous allons partir ensemble en France. J'étais soulagé et excité à l'idée de voyager enfin avec lui en France. Lui qui avait toujours refusé d'amener dans son pays. Alors, sans plus oser de poser des questions, j'ai préparé le voyage avec les enfants. Nous avons pris l'avion directement à Paris. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que ce voyage allait tout changer. Nous sommes enfin arrivés en France, à Paris, mais Marc ne voulait pas que nous nous entendions. On continue directement sur Bordeaux, m'avait-il dit. Il avait tout prévu à l'aéroport, il avait loué une voiture et après avoir installé les enfants à l'arrière, il a entré une adresse mystérieuse dans le GPS. Je ne savais pas où exactement nous allions, mais il semblait déterminé à nous y conduire sans perdre de temps. Nous avons pris la route. Les enfants épuisés par le voyage se sont endormis rapidement à l'arrière. Moi, je regardais Marc, qui restait silencieux, concentré sur la route. Il semblait soucieux, perdu dans ses pensées, mais je n'ai pas osé briser le silence. Après plusieurs heures de route, nous avons fait un arrêt dans une petite aire de repos, un endroit avec une station-service et quelques boutiques. Marc, Marc a garé la voiture puis s'est retourné vers moi. Je vais faire un tour rapide. Mets du carburant
Ne descendez pas de la voiture, je reviens dans moins de 5 minutes. J'ai hoché la tête, fatigué. Il est sorti et j'ai regardé par la fenêtre tandis qu'il disparaissait derrière la station-service. Mais 5 minutes sont passées, puis 10, puis 20, il n'est jamais revenu. Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à trouver ça étrange. Quelque chose n'allait pas. Je suis descendu de la voiture, laissant les enfants à l'intérieur, et je suis allé le chercher. L'aire de repos n'était pas grande, juste une station-service et deux ou trois petites boutiques. J'ai tourné un moment, scruté chaque coin, mais aucune trace de marque. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je suis même allé vérifier les toilettes des hommes riants. Il avait disparu. Je suis retourné à la voiture, paniqué, espérant qu'il serait revenu entre-temps. Mais non. Les enfants étaient réveillés, maintenant inquiets, eux aussi. Nous avons encore entendu qu'en 5 minutes, espérant le voir, suis-je, de nulle part avec une excuse, une explication, mais il ne revenait toujours pas. Plus d'1 heure 30 d'attente, seul au milieu de nulle part avec mes enfants. Je ne comprenais rien. Où était-il? Pourquoi m'avait-il laissé? Qu'est-ce qu'il était en train de se passer? Vous avez aimé l'histoire? Découvrez la suite de l'histoire dans notre prochain épisode qui se fera dans pas longtemps. Pour l'instant, pour l'heure, likez, partagez et commentez et suivez-nous de près pour la suite de l'histoire. Merci.